Eh ben c'est parti. Je vais essayer de parler assez distinctement pour les gens qui sont au fond. Je plaisante. Bonsoir. Merci d'être là pour cette présentation sur Loom. Encore, parce que vous avez déjà eu, j'ai vu avec José Pomar. Bon, vous allez avoir la chance d'avoir Rémi le mois prochain. Là, ce dont on va parler, c'est de Loom du point de vue de nous, développeurs, utilisateurs de framework. Donc on va essayer de présenter un peu les travaux qu'on a d'ailleurs chez nous, à Worldline. Parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille activement pour voir son adoption chez nous. Je me présente. Hop, si tu veux. Hop, je ne sais pas si j'ai changé de... Ok. David Pequegnot. Donc je suis ingénieur performance chez Worldline. Je travaille sur les technologies plutôt JVM, orientées JVM. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Donc je travaille dans une équipe transverse de Worldline. Je ne suis pas rattaché à une équipe en particulier, mais je viens les aider du développement jusqu'à la production, voire un peu plus que la production, sur les sujets de performance. Je suis aussi, l'observability, c'est un truc que je kiffe beaucoup. Donc voilà, si vous voulez en discuter après, n'hésitez pas. Je suis à fond le projet OpenTelemetry, tout ce que fait Grafana et ainsi de suite. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Worldline, qui ne connaît pas Worldline? Ouais, on n'est pas si connu que ça. Ouais. On est une grosse société qui travaille dans le milieu des paiements transactionnels, ce genre de choses. Ouais, il y a plus de 7000 ingénieurs chez nous, on est dans plein de pays. Et surtout, on gère des milliards de transactions par an. On est très présent, très bien implanté en Europe. Et puis, on travaille que ce soit avec des petits commerçants ou avec des grosses banques. Voilà, on est là. Et il y a de grandes chances que dans votre journée, voilà, vous êtes passé par nous dans vos paiements, dans vos transactions, voilà, ou dans les services qu'on propose. C'était la page Worldline. Déjà, on va commencer par un petit peu de contexte. Déjà ici, est-ce que tout le monde fait du Java? Ouais, dans un Java User Group, ouais, ça roule. Déjà, je vais vous parler donc un peu de contexte. Quel est le problème avec nos applications Java, s'il y en a un? Je vais commencer par... Déjà, est-ce que vous savez le modèle qu'utilisent vos serveurs d'application en général pour traiter vos requêtes? En gros, ça va utiliser un modèle qu'on appelle thread per request. On va vraiment faire de l'introduction. Hein. C'est-à-dire que pour chacune des requêtes qui va arriver sur votre serveur d'application, vous allez avoir un thread dédié qui va gérer cette requête. Et ainsi de suite. Pour les prochaines requêtes, et ainsi de suite. Tous ces threads font partie d'un pool. Il a une taille fixe. Enfin, il a une taille qui peut être un peu flottante, mais bon, il y a une limite quand même. Ça signifie que si vous mettez, si votre code métier met une seconde à s'exécuter, que vous avez une taille de pool de 200, ce qui correspond à la plupart des serveurs d'application, votre application va traiter au mieux, dans les conditions optimales, 200 requêtes par seconde. Après, sinon, on va vers de la queue et tout ça. Donc ça, c'est le principe. Et c'est pas un problème, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Nous, on s'est intéressé à ce qui se passe un tout petit peu plus bas. Et ça va introduire un peu le problème. On a utilisé Flare. C'est tout petit, je sais. Je vais zoomer. On a utilisé Flare, c'est un outil de Grafana qui s'appelait Pyroscope avant, pour ceux qui connaissent. Ça permet de faire du profiling, d'envoyer ça dans un backend et de graffer ça avec Grafana. Ça utilise Async Profiler, là c'est du iWall pour ceux. Donc ça veut dire que ce qu'on a enregistré, c'est le temps d'exécution de nos méthodes. Donc la largeur là, de nos frames, là, elle représente le temps d'exécution de notre méthode. Et ça se lit du haut vers le bas, et plus ça va être bas, plus ça va être une méthode profonde. On va être au bas de la stack. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les rectangles les plus larges et les plus bas. Quand on regarde ça, on voit déjà qu'il y a des gros blocs. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Et quand on regarde ça, on voit qu'on est sur de l'attente. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est sur du parc, on est sur de l'attente réseau. Et si on représente ça de manière aplatie, on a une représentation de ce que fait notre thread. Il passe son temps à attendre. Est-ce que c'est pas dommage d'avoir un pool de 200 threads, donc c'est assez limité, c'est pas tant que ça, et qu'ils attendent tous? Là, on commence à pointer quelque chose. Mais en fait, pour ceux qui font de la programmation réactive, vous allez dire, nous, on a déjà trouvé la solution. On a la programmation réactive. Pour ceux qui connaît la programmation réactive, qui en fait? Et qui en fait en prod? Un peu moins. Oh, si, quand même. C'est bien. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est un domaine que j'adore. Voilà. Donc, je vais très simplifier. Hein. Avec le modèle réactif, ce que vous allez avoir, c'est un thread. Vous allez avoir un thread qu'on appelle Event Loop, dans lequel vous allez être capable de, finalement, multiplexer l'exécution de vos requêtes. C'est hyper simpliste, mais c'est pour expliquer le truc.
Et en fait, l'event loop, vous allez avoir très peu de threads, vous en allez avoir un par core. Donc on est très loin de vos 200, des 200 qu'on avait tout à l'heure, mais par contre ça dépote. C'est capable de vraiment dépoter. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est parce qu'on est capable d'optimiser nos ressources là finalement. Par contre, il y a un petit désavantage. Là où la programmation impérative, donc là c'est pas franchement lisible, bon bref, c'est le code qu'on connaît. Malgré que ce soit un bloc un peu tassé, vous lisez ça, vous comprenez assez vite ce qui se passe. Surtout même pour des nouveaux arrivants dans votre équipe, ils vont comprendre assez vite. C'est du classique. En programmation réactive, vous allez commencer à devoir utiliser un framework. Très souvent, vous allez devoir décrire des pipelines d'exécution où vous allez définir des callbacks qui vont s'enchaîner, qui vont travailler de manière parallèle et qui vont essayer de produire le même résultat. Et ça, déjà, c'est un tout petit peu plus compliqué pour un nouvel arrivant à aborder. C'est moins abordable. Et surtout aussi, ça va dépendre du framework que vous utilisez. Là, c'est du Mutiny. Si vous faites du Spring, ce sera autre chose. Donc voilà. Donc là, on a un modèle réactif qui est plutôt cool. Mais par contre, du coup, qui a des avantages, clairement. Vous utilisez très peu de threads. En général, c'est un par core. Voilà, 4 contre 200 pour traiter, voire peut-être parfois plus de requêtes. Donc on est plus optimal, moins de context switch au niveau des processeurs, enfin du CPU, tout ça. Par contre, en inconvénient, il y a une courbe d'apprentissage. Il faut apprendre le modèle réactif. C'est un peu plus compliqué à lire. C'est plus compliqué à débugger aussi. Au niveau des frames, tout ça, c'est vraiment très différent. Et il faut faire attention, il ne faut pas bloquer ça. L'event loop, il ne faut absolument pas le bloquer. Si vous le bloquez, vous détruisez les performances de votre application, enfin vous les grevez quoi, surtout. Et c'est là où il y a besoin d'un peu d'expérience pour savoir comment on manipule ces frameworks. Donc on avait tout ça, donc on avait deux choix jusque-là. Le modèle impératif avec le thread per request abordable, ou on a le modèle réactif, hyper performant mais un peu moins abordable. Jusqu'aujourd'hui, parce que y a Loom qui arrive. Et Loom, alors moi je vais beaucoup vous parler des virtual threads plutôt. L'idée c'est qu'on va être capable de coder de manière impérative et surtout de l'exécuter comme si on était sur la programmation réactive. Je vais m'expliquer. Je vais commencer par vous introduire Loom. Loom, c'est pas que des virtual threads. En fait, c'est 3 JEP. Vous avez la première, c'est sur les virtual threads, et c'est celle qui est arrivée avec Java 21 en septembre dernier. Que peut-être vous avez vu la présentation de José Pomar, c'était en début d'année, je crois. Enfin, et donc, vous avez, depuis Java 21, en stable, globalement disponible, vous avez accès au virtual thread aujourd'hui. Vous avez 2 autres JEP dont on ne va pas trop parler pendant cette présentation parce qu'elles sont qu'en preview, et là, on s'était vraiment intéressé sur ce que nous, ça va nous apporter en tant que développeurs. Vous avez Structured Concurrency. Ça va vous permettre vraiment d'orchestrer vos tâches à l'aide de virtual thread et tout. Ça va vous donner une structure de données, de les orchestrer et tout ça. Et puis, vous avez Scope Values qui sont très intéressants parce que les threads locaux... donc, ça permet de remplacer les threads locaux. Pour ceux qui ne savent pas, ça permet en fait de partager des valeurs avec des threads, mais ça a posé aussi beaucoup de soucis. Donc il faut faire très attention à leur utilisation. Et les scope values vont essayer de répondre à tous les problèmes des threads locaux et d'être adaptés aussi aux virtual threads. Mais j'en parle un tout petit peu plus tard. Donc les 2 dernières là sont preview. C'est-à-dire vous pouvez y accéder, vous faites moins enable preview lorsque vous lancez votre runtime et vous pouvez les utiliser. C'est la seule condition. Voilà. En termes de concurrence, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les virtual threads. C'est ça qui va avoir un impact sur les performances de nos applications. C'est très important pour nous dans le milieu transactionnel avec des milliards de transactions, tout ça. Bon, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on cherche à optimiser. Il faut savoir que le modèle de concurrence dans Java, il a évolué au fil des années avec nos architectures, nos CPU multicore et tout ça. On est passé de 90, enfin en 98, c'est là où sont apparus les threads tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand vous faites un new thread, vous avez un thread natif, un thread du système. Donc ça, c'est apparu en 98. Après, on s'est rendu compte que faire un new thread, c'est coûteux, notamment dans les serveurs d'application. Vous faites une requête, vous faites un new thread pour la traiter, c'est trop coûteux. Donc on a commencé à utiliser des pools. Et là, on a eu les exécuteurs qui sont apparus en Java 1.5. Ça vous a facilité la vie pour tout ça. On a eu les fork pools aussi, qui permettent vraiment l'optimisation d'utilisation de votre CPU. Vous allez être capable de découper vos tâches en sous-tâches et puis de paralyser tout ça. Et c'est très important les fork pools parce que c'est quelque chose qui va être la base des virtual threads.
Et puis en Java 21, donc en septembre dernier, vous avez accès au Virtual Thread, dont on va longuement parler ce soir. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un peu de vocabulaire parce qu'il y a des choses qui changent. Notamment la notion de thread. De thread, je crée un thread en Java, il ne faut plus dire ça, je crée un platform thread. Si vous utilisez les threads classiques, ce sont des platform threads maintenant. Un platform thread, attention, c'est juste que quand vous faites un new thread en Java, ici là, et au niveau du système, de votre système d'exploitation, vous allez avoir un thread qui va être créé et qui va être géré par votre système d'exploitation. Donc c'est juste un mapping 1-1. Donc voilà. Ça, ce sont les plateformes thread. C'est la nouvelle appellation. Les virtual threads, eux, ça va être quelque chose d'un peu plus léger, ça va être des threads plus légers, mais qui vont être exécutés dans l'espace utilisateur. En gros, qui vont être qui vont être ordonnancés par votre runtime Java. La différence, c'est que là, c'est plus le système d'exploitation qui va le gérer, c'est la JVM. Comment ça fonctionne? Vous vous rappelez, j'ai fait un truc comme ça tout à l'heure. En gros, vous allez avoir un thread qu'on va appeler carrier thread. On a quand même un thread plateforme qui traîne et qui va être capable de finalement multiplexer l'exécution de vos virtual threads. Et vous voyez, c'est le même principe qu'en programmation réactive. C'est-à-dire que plutôt que de bloquer, on va exécuter un autre virtual thread. Et par contre, on se pose toujours sur des carrier threads, enfin sur des plateformes threads, pardon, qu'on va appeler carrier thread dans le cas des virtual threads. Ces carrier threads font partie d'un fork join pool. On va utiliser intensivement un fork join pool. Et sa taille, ça va être le nombre de CPU de votre système. Et on est exactement comme en programmation réactive, là. Donc on est run réactive. Qu'est-ce que ça promet? Ça vous promet des millions de threads exécutables sur votre JVM. Par contre, ça vise un certain type d'exécution de tâches. Ça vise des tâches qui sont bloquantes, qui sont bloquées par de l'IO, qui sont bloquées par du wait, récupérer une connexion dans une data source, attendre du réseau, ce genre de choses. C'est là où ça va être le plus efficace. On va le voir juste après pourquoi. Et tout ça fait que la JVM a été réécrite. La JVM, il y a une grosse partie qui a été réécrite pour gérer ces points bloquants. Et d'ailleurs, vous pouvez aller regarder sur le GitHub de Loom, vous verrez les modifications qu'ils ont fait, c'est du Java. Et ça, c'est cool. Et la magie, c'est que vous n'êtes pas obligé de réécrire votre code pour utiliser Virtual Thread. Continuez à utiliser votre code. Au lieu d'utiliser un platform thread, vous utilisez un Virtual Thread et ça va fonctionner. Et ça, c'est cool. Alors là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, au niveau de la JVM, on a un nouvel objet qui existe, une nouvelle structure de données qu'on appelle continuation. C'est un objet Java. Hein. Donc c'est une continuation. Et c'est elle qui va faire toute la magie. Donc là, à gauche, on a notre fork join pool, nos carrier threads. Donc ce sont des plateformes threads qui vont être en charge d'exécuter vos virtual threads. Votre virtual thread s'exécute. Il s'exécute sur le premier carrier thread. Hop, à un moment donné, j'ai une instruction de wait, quelque chose qui bloque. Donc votre JVM a été réécrite à cet endroit-là pour faire appel à une méthode continuation.yield. C'est de l'interne, vous n'y avez pas accès, ce n'est pas une API publique. C'est juste pour expliquer le principe. Quand vous êtes sur un truc bloquant, ce qui va se passer avec le continuation.yield, c'est que votre virtual thread va être démonté, sa stack elle va être sauvegardée dans la heap, c'est important, et puis du coup le carrier thread n'exécute plus ce virtual thread. Lorsque la donnée, le wait sera fini, la donnée sera disponible, vous allez avoir une nouvelle méthode qui va être appelée, c'est continuation.run, donc ça fait toujours partie de la même structure de données, et là, magie. Ça va remonter votre virtual thread, ça va restaurer la stack, et puis mon carrier thread B là va continuer l'exécution de mon virtual thread. Donc il y a un truc important, c'est que les virtual threads, vous n'avez pas de garantie que ça va rester sur le même thread, le même carrier thread, ça peut changer. Mais voilà, en tout cas ça c'est le mécanisme des virtual threads. Dès que vous avez un truc bloquant, on met le virtual thread de côté jusqu'à ce que la ressource soit disponible. Et une fois qu'elle est disponible, on réveille tout ça et puis on continue à exécuter le code. Bon. Est-ce que vous êtes perdu ou ça va? Bon. En termes d'API Java, je vais vous montrer quelques trucs, c'est juste pour en parler. Hein. Il y a une nouvelle interface de Thread Builder qui est apparue, qui vous permettent de créer des virtual threads et des platform threads.
Pour les virtual threads, bah, du coup, vous avez la méthode là, thread of virtual. Donc ça retourne à un thread builder de thread virtuel. Et après, vous pouvez utiliser une méthode start unstarted et qui attend un runable derrière. Donc comme quand vous faisiez new thread en Java, bah, voilà, ça prend la même chose. La différence, c'est start, c'est que ça lance l'exécution directe du virtual thread. Unstarted, vous obtenez une instance de thread et c'est à vous de le lancer. Et après, il y a une méthode facilitatrice qui s'appelle start virtual thread qui fait tout ça là. Donc là, vous ne devrez pas être perdu. Et en termes d'objets, là, vous obtenez un thread. Hein. Il y a pas de... Vous obtenez la même chose. Avec les plateformes thread, eh ben, dans Thread Builder, on a créé la même chose. Thread.offPlatform. Et puis, vous avez les mêmes méthodes. Et il y a un truc qui est important, c'est que si vous faites un new thread, bah, vous obtenez un platform thread. On a encore le comportement legacy. Donc ça, c'est un truc important à savoir. Donc c'est ce qu'on a là. Voilà, en termes d'API Java. Et un dernier truc qui est important, dernier truc sur l'API Java, c'est les exécuteurs. Donc vous avez un nouvel exécuteur qui s'appelle New Virtual Thread Per Task Executor. Et chaque fois que vous allez invoquer la méthode submit avec votre enable, avec la tâche à exécuter, eh ben vous allez avoir un nouveau virtual thread qui va être exécuté. Pas de notion de pool, c'est unbounded, il n'y a pas de limite. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Enfin, il y a des limites, mais on en parle après parce que on a tout un travail sur des benchmarks qu'on va vous partager aussi juste après. Donc voilà, en termes d'API Java. Et puis si on regarde, si on parle du modèle thread per request, le modèle virtual thread per request, bah, c'est quasi la même chose, sauf qu'au lieu que votre requête soit gérée par un thread, bah, elle est gérée par un virtual thread. Et ça donne des potentiels assez intéressants. Donc voilà pour tout ce qui était, implémentation, comment ça fonctionne, tous ces trucs-là. C'était la partie introductive. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Nous, en tant que développeurs Java, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd, et tout ça. Donc nous, ce qu'on a commencé par faire, c'est évidemment, on a testé. On a fait des benchmarks, on a fait ce genre de choses, et on a commencé avec Java SE. Enfin, donc quand je dis Java SE, c'est-à-dire pas de framework. C'est la base. Et je pense que vous aussi, essayez, hein, c'est sympa à tester. On s'est beaucoup basé sur des benchmarks des équipes de Jetty. Hein, ils ont fait beaucoup de travail sur ce sujet-là, et puis on a réessayé de notre côté sur nos infras et tout ça pour voir ce que ça donne. Le premier test qu'on a fait, c'est on a créé des virtual threads à balle, mais vraiment on a créé plein. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'ils ont fini de s'exécuter, on les met de côté. On utilise un latch là pour les mettre de côté une fois qu'ils ont fini de s'exécuter, et on regarde combien on peut avoir de virtual threads dans notre JVM en même temps. Et ce que ça donne, eh ben, ça donne que en fonction de notre taille de heap, on peut atteindre la promesse du million assez facilement. Avec une heap de 1 giga, donc pas une grosse heap, hein, on atteint 800 000 virtual threads. C'est pas mal. Plateforme thread, vous n'en aurez jamais autant. Hein. Avec une heap de 2 gigas, on atteint 1 450 000. Donc ça, on commence déjà à arriver sur les promesses des virtual threads. Et puis avec une heap de 8, on peut s'envoler, 6 millions. On a fait des tests avec 16, 64. On peut y aller. C'est assez linéaire, hein, la courbe est linéaire. C'est simplement que si on a une limite, c'est juste parce que nos virtual threads, ils sont sauvegardés dans la heap. Et forcément, du coup, ça prend de l'espace. Il y a un truc. Si on parle de heap, on parle aussi de GC. Donc on a fait des tests aussi. Alors là, c'est sur un MacBook, c'est un M1. Donc les valeurs sont plutôt bonnes, parce que les M1, ça dépote quand même, avec un bon SSD. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'algorithme de garbage collection que vous avez utilisé, on va avoir des performances, différentes, parce que vos garbage collectors ont été écrits. Vous avez de nouveaux objets dans la heap, il faut les gérer. Et ce qu'on voit globalement, c'est que G1 s'en sort plutôt bien. Donc ça, c'est cool. ZGC s'en sort mieux encore. Et après, on a pareil GC et Shenandoah. Donc ça, c'est le nombre de virtual threads qu'on est capable de créer par milliseconde. Hein. Donc c'est assez, ça dépote vraiment. Alors ce test, il est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut le tester sur vos systèmes. En fonction de la CPU, du disque que vous avez, ça, on va pas avoir les mêmes comportements. Et du type d'application aussi, c'est important. Donc voilà. Donc ça, il y a deux choses importantes qu'on relève, c'est que la heap, il y a quelque chose qui est important au niveau de la heap et quelque chose qui est important au niveau du GC. On arrive, les virtual threads commencent à toucher quelque chose qui peut être un peu critique pour vos applications. En poursuivant, il y a un autre test qu'on a fait. Cette fois-ci, on va manipuler la taille de la stack de notre thread et on va regarder combien on est capable de créer de virtual threads. On a utilisé un algorithme
enfin ouais, qui génère des séquences ADN récursifs, et puis voilà, on est capable de multiplier, enfin de choisir la taille de notre stack. C'est pas très compliqué hein, avec ce genre d'algorithme, avec un algorithme récursif, et on regarde le maximum de threads qu'on est capable de gérer jusqu'à ce que notre JVM est freeze. On était sur une lib de 4 Go fixe et on a modifié la taille de la stack de 1 à 1000, enfin de 1 à 1000, une profondeur de 1 à 1000. On n'a pas beaucoup montré les plateformes thread. Voilà ce qu'on obtient. Avec des plateformes thread, c'est constant, c'est-à-dire quelle que soit la taille de notre stack, on en aura 10 211 pour notre système. Pourquoi ? Simplement parce que les threads plateformes sont gérés par mon noyau, enfin par mon noyau Linux, par mon système d'exploitation, et j'ai des limites. Si je fais un ulimit-a, enfin je ne sais plus quelle valeur, je vais voir que j'étais à 10 512. Je ne peux pas créer plus de 10 512 process ou threads sur mon système. Et j'ai atteint cette limite. Avec les virtual threads, c'est autre chose. On est dans la JVM. Ce qui veut dire que quand j'ai une taille de stack de 1, c'est-à-dire voilà, je fais un appel et puis je retourne directement j'ai une lettre hein, dans ma séquence ADN, j'arrive à générer presque à 2 600 000 virtual threads. Et plus on va augmenter la taille de ma stack, moins je vais être capable d'avoir de virtual threads. Mais même à 1000, j'en ai quand même plus que ce que j'avais en plateforme thread. Donc tout ça, tous ces tests-là, c'est juste pour vous montrer l'importance où ça va impacter votre application, où les virtual threads vont avoir un impact. Donc faites attention à votre heap, parce que parfois ça peut être critique. Quand vous arrivez dans des modes de full GC, de GC permanent, vous savez que votre application, vous pouvez la redémarrer. Donc, les virtual threads, il y a des promesses qu'on arrive à tenir, mais par contre, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et là, c'est tout l'intérêt de cette partie-là. La première chose auquel il faut faire attention, c'est qu'il y a un cas où ça ne fonctionne pas très bien, où les virtual threads peuvent emmener des soucis. On appelle ça l'épinglage de thread porteur, enfin bref, carrière thread pinning. Ce qui va se passer, donc c'est le même schéma que tout à l'heure où j'expliquais avec le wait et tout ça. Ce qui va se passer, c'est à un moment donné, mon virtual thread va s'exécuter sur mon carrière thread A, classique. À un moment donné, j'ai mon wait. Qu'est-ce que ça va faire ? J'ai mon continuation.yield qui apparaît et mon virtual thread doit être démonté. Ça, c'est ce qu'on veut en théorie. Dans certains cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça veut dire que mon carrière thread, là, il est coincé avec ce virtual thread. Il va faire cette attente inutile, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il ne va pas exécuter autre chose. Et voilà, donc on a un problème et on appelle ça du carrière thread pinning. C'est pas grave si ça arrive pas souvent et si c'est très peu de temps. Enfin, si c'est un blocage qui dure peu de temps. Par contre, c'est plus grave si ça dépote et que vous tombez tout le temps dans ce cas-là. Parce que au final, après, vous risquez de bloquer tous vos carrière threads et vous risquez d'impacter négativement vos applications. Pourquoi ça fait ça ? Enfin, dans quel cas ça fait ça ? C'est lorsque vous utilisez du legacy JVM, des synchronized, ou si vous faites du code natif ou du JNI. Ce qui se passe, c'est que dans votre code natif, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous pouvez avoir des pointeurs sur une adresse sur la stack. Or, on a un mécanisme là qui monte et démonte des virtual threads, des stacks. Donc, c'est pas très compatible. C'est-à-dire que quand on va remonter notre virtual thread, on n'a aucune garantie que les adresses soient les mêmes. Donc, la JVM, pour vous éviter ça, elle vous empêche de démonter vos virtual threads. C'est un mécanisme de sécurité. C'est pas pour vous embêter ou autre chose, c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'en Java, il n'y a pas de souci. En Java, vous ne pouvez pas avoir de pointeur sur une adresse, enfin sur une adresse de la stack. Vous ne pouvez pas. Donc c'est un cas auquel il faut faire très attention. Donc synchronized, attention synchronized. On va arriver sur quelques exemples. Alors déjà, le premier truc qu'il faut faire, c'est éviter vos blocs synchronized, des blocs synchronized qui sont trop longs ou qui risquent de bloquer trop souvent votre application. Pourquoi ? On a fait un benchmark Spring Boot avec driver PostgreSQL, on est en virtual thread. On avait fait, alors c'était la surprise, quand les virtual threads étaient en preview, on pouvait faire du Spring Boot. On pouvait faire passer Spring Boot avec des virtual threads. J'en parle tout à la fin un peu sur les manières de faire. Mais le driver qu'on avait, c'était une 42.5.4, qui n'est pas du tout loom friendly. Il y a des blocs synchronized, là, ce genre de choses.
Et donc le driver Postgres a été réécrit donc la 42.6 a été réécrit pour utiliser des reentrant lock plutôt que des blocs synchronized. Et on voit clairement la différence. Donc ça, c'est un nombre de requêtes par seconde qu'on arrive à atteindre sur la même application juste en changeant le driver. Dans un cas, on était limité à moins de 100 requêtes par seconde. Et là, en enlevant tous les blocs synchronized et tout, on atteint les 1300. Ça, c'était un test. Et donc, si vous voulez regarder, vous pouvez voir le GitHub de Postgre. Vous verrez ce qu'ils ont fait. Et en gros, ils ont remplacé tous les blocs synchronized par des reentrant lock. Vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est un truc important. Mais attention, ça veut dire, vous devez le faire. Mais vous devez aussi vérifier que vos dépendances, elles n'aient pas des blocs synchronized, ce genre de choses. Nous, c'est ce qui nous arrivait avec Postgre. Autre chose. Alors, c'est là où je vous disais, c'est cool. Vous avez un exécuteur qui vous crée plein de virtual threads sans limite. C'est cool parce qu'on peut, et tout ça, les virtual threads, on peut créer des millions et tout ça. Par contre, il y a des cas où vous allez vous retrouver à consommer toutes les ressources de votre machine. C'est-à-dire que vous allez avoir tellement de virtual threads que votre serveur, là j'ai un client, là c'était un client HTTP dans mon application qui a appelé un autre microservice. Ça a créé à balle des clients, ça en a créé plein, ça a consommé tous les ports éphémères de mon serveur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un port éphémère, c'est que quand vous êtes en mode client et que vous appelez, donc en TCP, vous êtes en mode client et que vous appelez un service distant sur le port 80, sur le serveur local, là, vous allez vous binder à un port aléatoire éphémère qui est sur la plage au-dessus des 45 000 ou quelque chose comme ça. Sauf qu'on en a 25 000 peut-être. Et si on consomme tout, vous allez avoir ce genre d'erreur. Et c'est valable pour pas mal de choses, sur tous les descripteurs de fichiers que vous allez avoir et tout ça. Donc il faut faire très attention. Pour limiter, parce que parfois il faut limiter les virtual threads, parce que parfois ils s'emballent, tout ça. Vous pouvez utiliser des sémaphores, c'est le vieux machin Java qui existe depuis longtemps. Vous pouvez utiliser des sémaphores, ou alors utiliser un max connection, utiliser un pool de connexion, enfin ce genre de choses. Vous avez le droit. C'est pas parce que vous utilisez des virtual threads qu'il ne faut pas le faire. Dernier truc. On a parlé tout à l'heure un peu des threads locaux, cette espèce d'objet Java là, qui va vous permettre de partager des valeurs avec vos threads et tout ça, et qui ont posé des soucis de sécurité à une époque et tout ça. Enfin, bref. Leur problème des threads locaux, c'est qu'ils ont un cycle de vie qui n'est pas clair. Enfin, en gros, si vous les oubliez, ils peuvent rester là longtemps. Ils sont mutables, et puis c'est assez coûteux. C'est pas vraiment optimal avec des millions de virtual threads. Ça ne vous empêche pas de les utiliser. Vous pouvez. Et d'ailleurs, vos serveurs d'application qui se basent sur la virtual thread les utilisent sans souci. Ou les frameworks d'observabilité, ils sont obligés de les utiliser. Je pense à comment ça s'appelle, à tout ce qui est OpenTelemetry, agent OpenTelemetry, tous ces trucs-là vont utiliser les threads locaux pour le moment. Par contre, à moyen terme, vous allez avoir accès aux scope variables qui vont être bien plus optimales, bien plus adaptés à tout ça. Parce qu'ils sont immutables, parce qu'ils ont un cycle de vie très clair de votre bloc, et puis c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était tout ce qui concernait un peu ce que vous devez faire dans votre code. Après, ce que vous devez faire en termes d'observabilité monitoring, François va vous en parler tout à l'heure, donc je vais passer rapidement. Il y a juste un truc on a parlé là des pin threads. Vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on fait pour les détecter, parce que c'est vrai que si c'est embêtant, faire un test de performance pour essayer de les voir et guesser que c'est ça, c'est pas ouf. Non, ça va. Au niveau de la JVM, ils ont introduit un flag, là, trace pin threads, qui va vous permettre de vous afficher une stack dans la sortie standard lorsque vous êtes dans ce cas-là. Donc comme ça, vous pouvez débugger. Mettez votre application sur des virtual threads, mettez ce flag, benchez. Vous verrez si vous avez des problèmes. C'est déjà pas mal. Voilà. Après, tout ce qui est outils, François en parle. GA, Flight Recorder, tous ces trucs-là. Et puis j'insiste, la mémoire, si vous le faites pas là en prod, monitorez quand même. Enfin, les GC, tout ça, c'est important. Surtout que vous avez des outils comme Micrometer ou ce truc-là qui vous remontent toutes les métriques qui vont bien. Vous voyez vraiment comment se comporte votre application. Faites-le quoi. En termes de tuning, évidemment, vous pouvez jouer sur la taille de la heap. Ça, c'est un flag, je pense que vous connaissez tous. Là, on a un log GC où on voit qu'on a du full qui commence à durer. Vous pouvez faire du tuning sur le garbage collector, utilisez celui qui vous sied. Moi je pense que le G1 correspond plutôt à la moyenne en vrai. Et puis un dernier truc, par rapport au fork join pool de virtual thread, il est configurable. Je vous ai dit par défaut, vous allez avoir, alors les carrier threads, je rappelle, donc c'est les threads sur lesquels vont s'exécuter vos virtual threads, et il y en a un par corps par défaut. C'est configurable.
il faut savoir aussi que si la JVM commence à détecter que votre fork join pool est très utilisé, elle va être en capacité d'ajouter des threads à ce fork join pool, hein. Donc c'est jusqu'à 256 par défaut. Donc tout ça, c'est customisable. Voilà, donc ça c'était la partie votre code, ce que vous devez faire. Maintenant les frameworks. J'ai pas fait de sondage, mais ici, qui fait du Spring, enfin Spring Boot, hein, DAC, qui fait du Quarkus. Il y en a qui sont multi. Qui fait du Elidon. Oh. Qui fait du Micronaut. Ah, moins. D'accord. Et d'autres frameworks? Vas-y. AK? Ah, chouette. Moi, j'aime bien tout ça. Moi, par contre, j'ai pas d'exemple sur les virtual threads. On en fait très peu chez Worldline, du coup, ça n'entrait pas trop dans le scope de notre travail, mais ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Le premier dont je vais parler, c'est Elidon. Personne n'a levé la main. Donc, c'est un open source d'Oracle. Ayez pas peur. C'est plutôt cool comme projet. Donc vous allez pouvoir faire des applications qui vont faire du micro-profile Jakarta II. En vrai, jetez un coup d'œil, c'est plutôt chouette, hein, vraiment comme framework. Il y a un support de native image, mais qui est plutôt expérimental. On n'est pas arrivé à bien le faire fonctionner. Pourquoi j'en parle? On est toujours dans le contexte des virtual threads. C'est qu'à l'époque, quand les virtual threads étaient en preview, avec Elidon 3, donc ça c'était la version qui était sortie avec Java 17 en LTS, enfin pas très loin en tout cas, je crois que ça suit les releases, il était possible de passer sur Virtual Thread. Alors Elidon 3, juste pour l'introduire, il est basé sur Netty, donc vous avez un modèle réactif en dessous, et par défaut, lorsque vous allez utiliser, vous allez passer sur des plateformes thread pour le traitement de vos requêtes. Et ce qui était bien à l'époque, quand on était encore en preview avec les virtual threads, c'est qu'on peut changer exécuteur de Netty. Et donc là, on passait sur des virtual threads. On pouvait passer sur des virtual threads. Et voilà. Donc c'était un des premiers cas où on pouvait tester, juste en changeant un exécuteur. Alors ce qui est intéressant dans Elidon, c'est pas trop. Enfin, il y a ça déjà. Bon, ils ont vu qu'on pouvait le faire, donc on arrive à atteindre des performances sympas et tout ça. Mais est-ce que ce serait pas plus drôle de remplacer Netty là par quelque chose qui est fait vraiment en virtual thread de base? Et bien, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de réécrire le web server qui était en dessous avec un support complet des virtual threads. Alors ça s'appelait Elidon Nima, donc le web server qui est en dessous c'est Nima. Vous êtes en full virtual thread. Il n'y a pas de hack ou de choses comme ça, ça a été vraiment réécrit pour des virtual threads. Et c'est sorti, donc par contre il faut utiliser une Java 21. D'ailleurs, ouais, en version Java, vous avez du 21 en prod? Ah ouais, chouette. Ouais, ça commence, ouais. Je ne demande pas du Java 8. Ok. Donc ça c'est pour Elidon. Donc là, eux, ils ont une approche où dans Elidon 4, qui est sorti il y a un mois, on a réécrit tout le web server avec des virtual threads. Donc on a une approche vraiment intégrée. Quarkus. J'ai eu moins de mains, mais j'ai eu quelques mains quand même. Donc c'est un open source de Red Hat, hein. Supersonic, Subatomic, Java. Donc nous, c'est un des frameworks qu'on a chez nous. Il y a un support de native image qui est plutôt cool. Tant que vous êtes dans le scope des dépendances de Quarkus, bon, ça marche très bien. Ça se base sur Vertex et Netty, hein. Donc on est toujours sur un socle très réactif. Par contre, avec toujours les mêmes inconvénients avec les socles réactifs, il ne faut pas que ça bloque, hein. Et du coup, ce qu'on a, c'est que l'exécution de vos requêtes, elles vont se faire aussi par défaut sur des plateformes thread. C'est-à-dire, on va avoir un pool de threads, pareil, de taille 200, et puis on va exécuter nos requêtes dessus. Ils ont ajouté depuis la 2.13 de Quarkus, on doit être en 3.6 aujourd'hui, depuis la 2.13, ils ont ajouté une annotation qui est Run on Virtual Thread. Alors, c'est une approche qui est très pragmatique, hein, qui est plutôt cool, hein, chez Quarkus. L'idée, c'est que c'est vous qui décidiez, pour votre endpoint, le endpoint que vous choisissez, de l'exécuter ou pas sur un virtual thread. C'est déclaratif. Et du coup, pour les soucis dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être pas mal. Si vous voulez, si vous savez que vous avez des endpoints qui vont être super avec des virtual threads et d'autres moins bien, bah là, vous avez le choix. Et ça, c'est cool, parce que Elidon, c'est du tout ou rien. On vient Spring. J'ai eu plus de mains quand même.
Spring, bon, ça a changé, hein. Bon, dernièrement, c'est VMware, hein. Il y a un écosystème de fou, hein. C'est super large, vous avez des choses pour tout. On s'y perd peut-être parfois un peu. Il y a Support Native Image qui s'est largement amélioré, je trouve, comme toujours. En termes de moteur en dessous, sous le capot, quand vous êtes en mode servlet, c'est le plus classique. Vous allez avoir du Tomcat, Jetty, Undertow. Vous avez le choix. Tomcat, c'est le truc par défaut si vous lancez un Spring Boot Starter Web, hein. En réactif, vous êtes sur du Netty, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, on voit de toute façon le cycle des frameworks, enfin le scope, enfin tous les frameworks qu'on utilise en bas, on les retrouve, hein. Donc Netty, vous pouvez changer pour du Tomcat, Jetty ou Undertow si vous préférez. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Spring, déjà, quand les virtual threads étaient en preview, on pouvait passer sur des virtual threads avec Spring. Comment on faisait? C'était un peu acquis. Qui l'a fait? Il y en a qui ont testé ou pas? Ah, il faudrait que je vous montre du code quand même, un autre. En fait, dans vos bins, Tomcat, tout ça, voilà, avec Spring, vous pouviez changer, vous pouviez changer l'exécuteur des tasks et protocol handler de Tomcat par le New Virtual Thread per Task Executor. Pour Jetty, c'est la même chose. Vous changez l'exécuteur dans le Qt Thread Pool. Undertow, je ne sais pas faire. J'ai cherché, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, avec Tomcat, si vous utilisez Tomcat ou Jetty, là, dans ce cas-là, vous pouvez passer sur des virtual threads. Depuis Spring Boot 3.2, qui est sorti il y a 3 heures, à peu près, je parle en GA, vous pouvez utiliser les virtual threads en utilisant juste un flag. Pas besoin de hack, tout ça. Vous mettez juste spring.thread.virtual.enable égale à true. Le modèle, alors du coup, on avait Elidon, c'est du tout ou rien. Enfin, non, c'est du tout ce virtual thread maintenant, pardon. Quarkus, on a le choix. Spring, c'est du tout ou rien. Vous passez sur des virtual threads ou pas. Donc c'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire que vous aurez des problèmes, mais c'est important de le savoir. Le dernier cas, Micronaut. Je l'avais ajouté parce que je me suis dit, j'ai guessé que peut-être il y en aurait qui en feraient. Mais bon. Micronaut, c'est un framework sympa. C'est pareil, c'est basé sur un socle réactif et tout ça, hein, avec du Netty, tout ça. Et là, quand votre code va s'exécuter, vous allez être sur vos threads, vos IO threads. Donc ce qu'il faut, c'est faut pas que votre code bloque. Du coup, ce que propose Micronaut, c'est de changer, de spécifier sur quel exécuteur, sur quel pool de threads vous voulez exécuter votre code. Donc j'en parle rapidement parce que voilà, mais en gros, vous avez une annotation que vous pouvez mettre sur vos endpoints et vous pouvez dire quel est le type d'exécuteur que vous utilisez, quel type de pool de threads vous voulez utiliser. Si vous utilisez blocking, vous utilisez des virtual threads. Si vous avez du Java 21, sinon ça passe sur des platform threads. Vous pouvez dire que vous voulez explicitement des virtual threads ou explicitement des platform threads. Voilà. Bon, ça aussi, c'est assez pragmatique, ça vous laisse le choix. Bon, ok, je passe. Ok, dernière ligne droite, je vais vous parler de nos benchmarks. C'est quelque chose qui est important, c'est de voir quel est l'impact finalement des virtual threads sur nos frameworks avec des applications qui sont plus ou moins réalistes. Nos benchmarks, on les a fait sur Quarkus et Spring, c'est ce qu'on retrouve le plus chez nous. Les graphes que je vais vous montrer, ça va être Quarkus, parce qu'il fallait que je fasse un choix, que je maîtrise un peu plus Quarkus, mais sachez que Spring, on va avoir à peu près la même chose, sauf si je vous dis l'inverse. Et je vous le montrerai. Et bien, on va commencer nos benchmarks. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en interne et qui nous permet vraiment d'identifier dans quel cas les virtual threads sont intéressants, s'ils le sont, et dans quel cas il ne faut pas les utiliser. Le premier cas, c'est on va utiliser un microservice qui est weight bound, c'est-à-dire qui va faire de l'attente. Ça n'existe pas en vrai, c'est pour vous montrer un cas. Notre microservice, il fait une attente de 300 millisecondes. Il fait une attente de 300 millisecondes et dessus on va appliquer une charge avec K6 qui va augmenter pour passer de 0 à 1000 utilisateurs en parallèle qui vont tabasser mon application et on va voir ce qui se passe. En termes de mesure, je vais vous afficher surtout des requêtes par seconde. On a tout mesuré mais c'est difficile de tout vous montrer. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps mais bon. Il y a trop de choses à vous montrer. En termes de requêtes par seconde, on a testé avec Quarkus avec des platform threads, le classique, Quarkus en mode réactif et Quarkus avec des virtual threads. Avec des platform threads, on voit qu'on atteint un plafond. C'est-à-dire, on tabasse notre endpoint là, qui fait de l'attente, et à un moment donné, là, une fois qu'on a 200 utilisateurs en parallèle, on ne fait pas plus de requêtes par seconde. Pourquoi? Parce qu'on a un pool de 200.
En mode réactif, c'est bon, c'est clair, c'est un des meilleurs modèles, hein. Alors, j'ai pas fait un thread principe en réactif, hein, j'ai fait un delay donc j'ai vraiment utilisé le framework tel qu'il doit être utilisé. Avec les virtual threads, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est mieux que les plateformes threads? Pas sûr? Pas sûr. Bon, en fait, on est aussi bien qu'en programmation réactive. C'est un cas super. Je vous ai montré tout à l'heure. Dès que ça bloque, c'est top. On continue. Ah oui, pour vous montrer l'impact, là, le plafond là, de mes plateformes thread, quand on arrive à 200. Juste pour vous montrer ça. Une fois qu'on a atteint, là, donc là, c'est les temps de réponse en fonction de ma charge. Ce qu'on voit, c'est que ici, là, une fois que j'ai atteint ma capacité de plateforme thread de mon application Quarkus, eh ben, on a un effet où les temps de réponse se dégradent parce que toutes mes requêtes arrivent en queue et tout ça. C'est juste pour vous montrer l'effet. Par contre, avec ma programmation réactive, vous savez, chut, je réponds toujours en 300 milli, hein. Avec les plateformes thread, avec les virtual threads, c'est pareil. On répond toujours en 300 milli. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est cool. Bon, allez, deuxième cas. Là, c'est le cas où vous me faites un petit... si vous regardez le code, c'est des purs CPU. J'ai une boucle, je fais un compteur et puis duration. Je peux dire que mon processeur, il n'a pas aimé. Enfin, le processeur du serveur que j'ai utilisé n'a pas trop aimé. En gros, on calcule des tours de boucle pendant 300 millisecondes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer parce que j'applique la même charge? Allons-y. Avec les plateformes thread, ah bah là on plafonne à 200 requêtes par seconde. Moi j'ai pas d'idle, hein. Alors quand je disais il faut faire chut, c'est parce que c'est pas les meilleurs cas. Si vous arrivez sur des benchmarks où vous utilisez plus de 80% de CPU, vous pouvez jeter, hein. Mais c'est pour vous montrer une tendance. Avec la programmation réactive, à votre avis on est où? Sachant que j'ai utilisé mon Quarkus au mieux, hein. Bon, on est à peu près pareil que mes plateformes thread parce que je suis pas bête, j'ai délégué ça à un worker thread. Donc j'ai un pool de 200. Par contre, avec mes virtual threads, c'est pas un bon cas, ça. Pas du tout, du tout. Je suis à 13 requêtes par seconde. J'arrive pas à dépasser ça. Et en plus, ça m'a même créé des threads en plus dans mon fork join pool. Non, non, c'est vraiment pas bon parce qu'on a quelque chose qui se bloque pas, enfin qui se bloque pas pour de l'IO, qui se bloque pas pour du wait. On est sur du pur CPU. C'est le pire cas pour mes virtual threads. C'est un cas qui fait que je vous montre. Ça arrivera peut-être pas, mais c'est un cas, il fallait que je vous le montre. Autre cas, un cas plus réaliste quand même. On va dire IO bound. Ce qu'on va faire, c'est un appel à un web service. On va faire un appel à un web service qui dure 300 millisecondes et 2 appels à une base de données Postgre. J'ai une garantie, hein, sur les 25 millisecondes. Voilà. C'est un peu plus réaliste. On n'est pas encore, mais c'est pour vous montrer les tendances. Qu'est-ce qu'on fait? On applique toujours la même charge. Allons-y. Il y a un truc important, j'utilise les pools par défaut de mon Quarkus. Allons-y, en plateforme thread, où est-ce qu'on se situe? Bon, je pense que vous voyez mon nombre de requêtes par seconde, on sera pas, hein, on est à peu près 70 requêtes par seconde. Ça, c'est le max qui est capable d'encaisser mon application. Avec le modèle réactif, où est-ce que je vais me situer? Bon, je suis désolé, le PowerPoint n'est pas dynamique, du coup, on est à peu près pareil que les plateformes thread. En fait, on a 10 requêtes par seconde en moins. Bon, là, c'est très lié à l'utilisation de la manière dont j'ai utilisé Panache, enfin de Quarkus. Et enfin, avec les virtual threads, on se situe où? Est-ce qu'on est là ou on est plus en haut? Au-dessus? Ouais, on est plutôt comme avec les plateformes thread. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a les mêmes performances que les plateformes thread, là? À votre avis? C'est parce que quelque part derrière, on a été limité. On avait un pool derrière. Alors le pool, il doit être à 10 ou quelque chose comme ça pour la base de données. Et puis on a un max connection, peut-être qui est à 100 ou quelque chose comme ça derrière pour les appels que j'ai fait avec le reste. Donc ce qui veut dire que les virtual threads, ils vont pas vous donner de meilleures performances si derrière vous êtes déjà limité par quelque chose. C'est-à-dire que là, en mode plateforme, c'était suffisant. Par contre, si je débride un petit peu mon application, j'ai tout mis à 500. Le faites pas, hein, mettez pas une data source à 500, c'est contre-productif, hein, clairement, hein. Mais là, ça montre rapidement des choses. Donc on passe à 500. Avec mes plateformes thread, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on atteint, je crois, 500, presque 600 requêtes par seconde. On a augmenté, on est passé de 80 à 600. En réactif, on se situe où? En réactif, on est aussi mieux. On exploite encore mieux les performances de mon application.
En fait, on atteint quasi. Virtual Thread, on est où? Est-ce qu'on est pareil que les plateformes thread? Est-ce qu'on est en dessous de programmation réactive ou au-dessus? Au-dessus? Ah, il y a un bon guess. Effectivement, les performances, on atteint vraiment le mieux, enfin, on atteint le mieux de ce que peut produire notre application à ce moment-là. Et c'est là où c'est intéressant et où ça peut être dangereux. Parce que autant vous allez être capable d'avoir le mieux en performance, mais vous êtes aussi parfois trop débrider les chevaux et pointer du doigt des problèmes de performance de votre application. J'en parle à la fin. En termes de conso mémoire, c'est pour en parler aussi. On a mesuré la conso mémoire de nos applications. En gros, avec les virtual threads, même si on est beaucoup dans la heap, on n'a pas forcément consommé plus de mémoire. Et les choses vont s'améliorer. Parce que les stacks qui vont être sauvegardés vont être optimisés et tout ça. Ça peut que aller en mieux. Voilà. Ça, c'était le point mémoire. Donc, pardon, le type de mémoire que j'ai mesuré, c'est la RSS, Resident Set Size. Du coup, c'est la mémoire occupée par mon processus Java, heap et non heap incluse. Et qu'on a monitoré avec Process Exporter. Donc, il fait en gros un PS dessus. Donc, voilà. Dernier cas. C'est où on va mélanger le meilleur cas et le pire cas pour mes virtual threads. Le weight, c'était le meilleur cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la meilleure charge, enfin une bonne charge. Le CPU, la CPU, c'était pourri. Et là, par contre, je vais vous montrer du Quarkus et du Spring pour vous montrer une distinction. Là, cette fois-ci, par contre, je vais mettre que 10 VU, donc 10 utilisateurs concurrents pendant mes 10 minutes, pas plus. Et on regarde ce qui se passe. Spring, catastrophe. Spring, alors du coup, mon histogramme, là, c'est le nombre de requêtes par seconde que je suis capable de traiter. Ça, là, ma courbe, c'est mes temps de réponse moyens. Les temps de réponse moyens qui sont à droite, là, en millisecondes. Oh, c'est une catastrophe. Hein. Le problème de Spring, c'est que c'est du tout ou rien. Si vous avez un endpoint qui fait de la CPU ou qui est le pire cas pour les virtual threads, ça va impacter toute votre application. Quarkus, plus pragmatique, va nous permettre d'avoir vraiment de meilleures performances. Toujours là, mon histogramme, c'est le nombre de requêtes par seconde. Donc j'arrive très bien à l'augmenter. Et là, ma courbe, c'est le nombre de requêtes, enfin c'est le temps de réponse moyen. Donc on est autour de 384 millisecondes, 386. Et ça, c'est parce que j'ai annoté avec le @run on virtual thread que le endpoint qui fait du sleep. J'ai eu le choix. Et ça m'a permis d'optimiser. Alors, je suis sûr que c'est un cas qui ne va jamais vous arriver parce que vous faites des super microservices bien isolés et tout ça. Mais gardez-le en mémoire parce que quand vous arriverez sur votre Stack Overflow bien vide, ça peut... ça pourra peut-être vous donner une idée. Bon, c'est fini pour les benchmarks, on va conclure. Déjà, grâce aux benchmarks, ce qu'on a eu, c'est des... on voit dans quel cas c'est mieux d'utiliser Virtual Thread. Quand vous bloquez sur de l'IO, sur de l'attente, c'est clair, c'est super. C'est pas très bien quand vous êtes dans les cas de thread pinning, quand vous avez block synchronized ou quand vous faites trop de CPU, enfin quand vous faites pas de blocage. Les virtual threads, ça va vous aider à atteindre le maximum de votre application. Par contre, ça ne va pas vous permettre de dépasser vos pools. C'est ce qu'on a vu avec mon troisième benchmark. Si vos pools vous limitent, vous n'irez pas plus loin. C'est normal, il n'y a pas de magie. En fait, en programmation réactive, bah, c'est pareil. Vous allez avoir aussi parfois des pools, ce genre de choses, vous ne pourrez pas les dépasser. Et puis ça, bon, le cas 4, c'est vraiment un cas... C'était juste vraiment pour vous le montrer. Pendant nos tests de performance, surtout, ce qu'on a vu, c'est que en fait, les virtual threads nous ont montré plein de problèmes de performance de nos applications. C'est ça, c'est le fait de tout débrider, bah, du coup, ça vous montre où vous avez des problèmes. Et ça, c'est cool aussi, c'est intéressant. Bon, ça nécessite de brider derrière. Avec Spring Boot, à un moment donné, alors, pour ceux qui utilisent Spring Boot, il y a une implémentation. Donc, les interfaces REST que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez créer des clients REST, tout ça. Donc j'ai essayé d'utiliser et bam, je me suis retrouvé avec mon pool de carrière thread qui était plein et complètement bloqué. J'ai pas la raison aujourd'hui, mais par contre, voilà. Donc c'est un cas qui m'a posé souci. Les explosions des ports éphémères, alors REST template, c'est deprecated, hein, mais bon, par dépit, parce que j'étais bloqué là, j'ai utilisé les REST templates et bon, j'ai explosé mes ports éphémères. Il n'y a pas de pool. Elidon. Elidon, si j'ai pas présenté de benchmark, c'est parce qu'on a quelques soucis. Déjà, REST Client. Alors pour ceux qui font du micro-profile, c'est comme les REST Client interfaces de Spring Boot. Vous pouvez annoter une interface et puis obtenir un client automatiquement dessous. Vous mappez des paths, vous mettez des types et ce genre de choses.
Et on s'est rendu compte que le scope CDI par défaut est dépendant. Ça veut dire qu'en gros, pour chaque requête, j'avais un nouveau client REST qui était instancié plutôt que d'en réutiliser ou autre. Et donc en termes de performance, c'était désastreux. Et une fois qu'on a réglé ça, bam, explosion de port éphémère. Il n'y a pas de pool, il n'y a pas de max connection, on a tout consommé. Donc, voilà. IPSI, tout ça, donc c'est important de monitorer, je répète, hein. Et puis ouais, pour bencher des virtual threads, il y a plein de données. De toute façon, vous verrez avec la présentation de François, il y a plein de choses à voir. C'est pointu et ouais, c'est pointu à analyser. Par contre, c'est super intéressant. Donc demain, prenez votre application Spring et mettez le flag là pour essayer, juste pour voir. Donc en termes, alors maintenant c'est vraiment la conclusion. Donc à court terme, qu'est-ce que vous devez faire en tant que développeur? À court terme, ce que vous devez faire déjà, c'est essayer les virtual threads. Prenez-les en main, regardez ce que ça fait. Deuxième chose, pour votre application, rendez-le friendly. En fait, enlevez tous les blocs synchronize si possible. Évidemment, vérifiez vos frameworks et vos libs. Faites des benches. Entre Java 21 et Java 22, vous n'allez pas avoir les mêmes performances sur Loom. Il y a des améliorations à venir. À moyen terme, commencez à prévoir, à voir un peu tout ce qui est configuration. Configuration autour des virtual threads, tout ça. Regardez où en est votre application avec la HIP, comment ça peut vous impacter en bien ou en mal. Alors, le coût du GC, ouais, c'est optionnel, mais ouais, ça vaut toujours le coup de tester un nouveau GC, de voir ce que ça peut donner pour votre application. On est loin de l'époque où on n'avait pas de GC low latence dans nos JVM. Maintenant, il y a ZGC chez Nando, tous ces trucs-là. Essayez. Dans certains cas, je pense que c'est des cas très spécifiques, vous pouvez tuner le fork join pool des carrier threads pour vos virtual threads. Et enfin, très important, monitorer. Monitorer, c'est super important, monitorer vos applications. Ça, on ne le dira jamais assez. Essayez de voir comment vous pouvez monitorer votre application avec les virtual threads. Je vous remercie. On en est où en temps? Bon, ça fait 1 heure, ça. Est-ce qu'on a du temps pour quelques questions ou